Rebienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai envie de te jaser d'un sujet qui est un peu plus sensible, peut-être que ceux que j'ai abordés dans les dernières semaines. Je vais te parler d'argent et de succès. Donc, si tu m'écoutes en vidéo, ça se peut que tu vois mes yeux se promener un petit peu parce que j'ai pris des notes pour être sûre de bien aborder tous les points dont je veux parler aujourd'hui. Je me suis mis des exemples aussi très concrets. Donc, voilà. L'argent, le succès dans le monde des professionnels en santé, en services sociaux, en relations d'aide, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup ou dont on parle pas assez, selon moi. L'année passée, je sais pas si tu avais vu passer ça ou si tu me suivais à ce moment-là, mais l'année passée, j'ai fait une entrevue sur le podcast de Geneviève Gauvin, le podcast Effronté. C'était l'épisode 28. Si jamais tu n'as pas écouté cet épisode-là et tu es curieuse, tu peux aller écouter ça. Donc, j'avais contacté Geneviève à l'époque pour lui dire, quand elle a sorti son podcast qui s'appelle Effronté, pour lui dire que j'aimerais parler de succès financier, d'abondance financière, de réussite dans le cadre de la pratique professionnelle au Québec. Et bref, on avait fait une entrevue sur le sujet. Je te dirais que ma position a peut-être un peu changé depuis ce temps-là. Ça fait plus qu'un an qu'on a enregistré l'épisode. Donc aujourd'hui, en fait, je veux te partager mes réflexions du moment. Parce que comme je te dis, le succès, autant financier, l'impact, tout ça, c'est un vaste sujet. Ma réflexion sur le sujet change beaucoup, évolue beaucoup aussi. Et donc, j'avais envie de te partager où j'en suis à ce moment-ci de ma pratique, de ma carrière, de mon entreprise. Probablement que ça va évoluer aussi avec le temps et probablement que je vais t'en reparler plus tard dans le podcast, peut-être dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine. Donc, ça fait très longtemps que je me questionne, que je réfléchis à tout ce qui entoure le succès. Puis qu'est-ce que ça veut dire le succès? Puis l'année dernière, j'avais suivi une formation avec Mélanie Anne Layer, qui est une coach d'affaires, une coach de vie aussi, mais qui travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Et elle avait posé une question dans un de ses coachings qui m'avait beaucoup fait réfléchir. Et c'était de savoir, ben en fait, c'est quoi le succès ou qu'est-ce que tu veux comme succès? Est-ce que tu vas avoir un succès d'impact dans ta vie? Est-ce que tu veux avoir plus d'impact avec ton entreprise, donc toucher plus de gens, faire évoluer les choses, changer les mentalités? Ou est-ce que tu veux vraiment un succès qui est plus financier, donc une abondance financière, réussir financièrement, faire beaucoup d'argent avec ton entreprise? Et en fait, la conclusion, dans mon cas, c'est que je voulais les deux. Donc, je voulais avoir un grand impact, aider plus de gens, être vue, mais en fait que plus mon message soit entendu, pouvoir partager mes idées, partager mes réflexions, mais aussi pouvoir bien vivre d'un point de vue financier, être à l'aise financièrement, pouvoir avoir la vie que je souhaitais en fait avoir et le faire grâce à mon entreprise, donc créer ma propre richesse à l'aide de mon entreprise. Donc, c'était une grande réflexion que j'avais eue à l'époque. Puis, en fait, ça m'avait amené beaucoup de questions, de réflexions. Ça avait soulevé plein de croyances, de pensées en moi qui sont là depuis très longtemps, mais qui c'était comme un peu remonté à la surface tout ça. Là. Quand j'ai pris conscience que et quand je me suis avouée à moi-même, ben oui, moi dans le fond, je veux avoir un impact dans ce monde-là. Je pense que je peux avoir une influence positive, ceci étant dit, et je veux aussi avoir une vie magnifique, une vie de rêve. Je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir m'acheter des objets qui me plaisent, etc. Donc, tout cet aspect-là, plus d'abondance financière, c'est aussi quelque chose qui me parle et qui est important pour moi. Et comme professionnel de la santé ou comme professionnel en relation d'aide, c'est pas un discours qu'on entend souvent. Moi, c'est pas un discours que j'avais entendu de d'autres professionnels, du moins autour de moi. Pas au Québec, en tout cas. Et en fait, les premières choses qui sont montées à ce moment-là, une des premières choses qui est montée en moi comme pensée, comme croyance, c'est pour qui tu te prends, toi, pour vouloir avoir un impact dans le monde. Okay? Donc, c'est vraiment ça qui est remonté au début. Puis, il a vraiment fallu que je travaille sur ça, sur moi, que je réfléchisse, que j'approfondisse ça pour finalement être capable de me dire, ben oui, j'ai le droit de vouloir ça et je l'accepte et je l'assume. La preuve, j'en parle aujourd'hui ouverte. Je crois que ma vision elle peut être inspirante pour d'autres personnes. Je crois que j'ai une approche positive de ma pratique. Je pense que je peux être une leader pour certaines personnes. Puis en fait, je crois surtout que les gens ont leur propre pouvoir. Hein? Je crois au pouvoir des gens de faire leur propre choix.
Et donc, quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé à diminuer, en fait, mon syndrome un peu de l'imposteur, de dire, ben, j'ai une vision, j'ai une approche, j'ai une philosophie, j'ai mes valeurs et ça me fait plaisir de les exposer, d'en parler et probablement que ça va peut-être inspirer certaines personnes. Mais il y a de fortes chances que ça l'inspire pas d'autres personnes, en fait, que d'autres personnes soient peut-être en désaccord avec ma façon de voir les choses, ma vision, peut-être même ma personnalité, que certaines personnes m'aiment pas. Et c'est correct parce que les gens peuvent faire leur propre choix, ont leur propre pouvoir. Et en fait, on apprend aussi par contraste, hein, par opposition. Donc, il y a peut-être des gens qui me regardent aller, qui se disent, wow, j'aimerais ça être, je sais pas moi, de telle façon, exposer mes idées peut-être comme Lauriane le fait. Puis il y a d'autres personnes qui vont peut-être me regarder aller puis vont dire, hi, moi je ferais jamais ça, ou ah ça me rejoint pas du tout, ou ah ben ça c'est contre mes principes, mes valeurs, etc. Et c'est correct. Et c'est correct parce que c'est ça, je crois que les gens peuvent faire leur propre choix. Et donc, si moi, je n'expose pas ma vision, mes croyances, mes pensées, par peur d'offenser certaines personnes ou par peur que les gens soient pas d'accord, ben, en fait, je les empêche d'apprendre par contraste, par opposition. Alors que si je le fais en toute transparence, en toute authenticité, ouverture, tout ça, et que pour certaines personnes, ça résonne pas, c'est correct. Je ne suis pas la bonne personne pour eux à écouter, à suivre, et c'est parfait. Mais si ça l'inspire d'autres personnes, ben je veux avoir cet impact-là sur les personnes qui peuvent être peut-être inspirées par mon histoire, mon parcours, ce que je partage. Donc voilà, donc ça a un peu calmé un petit peu mon syndrome de l'imposteur et ça m'a permis de vouloir avoir un impact et de continuer dans cette voie-là, de changer les mentalités, d'amener une vision qui est peut-être différente dans mon milieu et dans le monde, en fait, des professionnels en santé et en relation d'aide au complet. Ensuite de ça, l'autre chose qui est montée, évidemment, c'est est-ce que tu mérites ça? Comme pourquoi toi? Pourquoi toi, tu devrais ou tu pourrais avoir de l'argent, avoir ce que tu veux dans la vie, avoir ta vie de rêve? Pourquoi toi, tu mérites ça? Est-ce que tu mérites ça finalement? Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup monté. Puis en fait, ce qui est venu tout de suite avec ça, c'est ben, t'es pas dans la bonne branche pour ça. Hein, t'as pas choisi une vie qui va te mener vers le succès financier. OK? T'avais juste à choisir une profession ou je sais pas, une carrière qui pouvait te permettre d'atteindre l'abondance financière. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment déconstruit au fil du temps. Parce que je pense maintenant que ce n'est pas vrai. Je pense maintenant que le choix que j'ai fait dans ma vie d'aider les gens, hein, dans ma profession, je suis orthophoniste. Donc, le choix que j'ai fait quand j'étais jeune, quand j'étais à l'université, de devenir orthophoniste, d'aider les familles, d'aider les enfants, de travailler en lien avec la communication, ça devrait pas me limiter dans mes ambitions financières. Et c'est quelque chose, en fait, qui est encore c'est une pensée qui est très, très présente dans le monde des professionnels de la santé, relations d'aide aussi, de dire, ben, on devient pas, hein, on devient pas orthophoniste pour faire de l'argent. Et cette phrase-là, je l'ai entendue souvent, et ben, je suis pas d'accord et je ne suis plus d'accord, je vais dire ça comme ça. J'ai évolué, j'ai pensé, puis c'est de voir, ben, pourquoi pas? Pourquoi quand on choisit une autre profession, on a le droit de faire de l'argent, puis quand on choisit un certain métier, on n'a pas le droit de faire de l'argent. OK? C'est pas prévu comme ça. Fait que ça m'amène beaucoup à me questionner, puis à réfléchir à ça, puis à remettre des choses en question, puis des façons de faire. Puis, en fait, pourquoi en fait c'est quelque chose qui reste dans notre dans la mentalité peut-être des professionnels, c'est que ben évidemment on a des limites en tant que professionnel, surtout quand on est membre d'un ordre professionnel. Donc il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire qui peuvent limiter ou qui peuvent, je vais dire être un frein, OK, ou qui peuvent nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, on va dire ça. Et ici, je vais parler, par exemple, de tout ce qui est notre code de déontologie, puis le prix des services rendus, etc. Donc, quand on est un professionnel, là, je vais parler, par exemple, des professionnels de la santé, ou même, je vais donner peut-être l'exemple même de mon milieu à moi, comme orthophoniste. Même si j'ai beaucoup d'expérience, OK, moi, ça fait 13 ans que je pratique, même si j'ai beaucoup d'expérience, je peux pas charger comme 10 fois plus cher qu'une orthophoniste qui va finir. Oui, dans notre code de déontologie, on a
un règlement ou une loi qui dit qu'on peut charger, qu'on doit en fait déterminer nos tarifs en fonction de notre expérience, d'une expertise en particulier ou de cas particuliers. On a le droit d'adapter un petit peu. Mais je ne peux pas charger 10 fois plus cher que l'orthophoniste qui vient de graduer, par exemple. Ça se fait pas. Ici, on parle de 10 à 15 de plus de l'heure. OK? Mettons. Quand, par exemple, on est dans un autre milieu, mettons, là, je parle de tout ce qui est le coaching d'affaires, parce que c'est un milieu aussi que je connais bien. Donc, quand tu es un coach d'affaires et que tu as aidé plusieurs de centaines de personnes, par exemple, que tu es connu, que tu as une bonne crédibilité, que tu as justement un impact, etc., bien, tu peux charger plus cher. Il n'y a rien qui va t'empêcher de charger 6 fois plus que ton compétiteur. Il n'y a aucune règle qui va régir ça, sauf peut-être est-ce que les gens sont prêts à payer ça pour ton service. Mais comme professionnel, on n'est même pas dans cette position-là de dire est-ce que les gens sont prêts à payer ce montant-là pour mes services. C'est juste, il y a comme des balises qui font en sorte qu'il y a certains montants qu'on ne peut pas charger. Même si moi, j'ai fait je vais dire au moins facilement 500 évaluations du langage oral écrit dans ma carrière d'orthophoniste. Je ne peux pas charger 10 fois plus cher que quelqu'un d'autre à cause de mon expertise, mon expérience. Il y a aussi, dans le monde des professionnels, une limite en lien avec tout ce qui est les compagnies d'assurance. OK? Il y a comme une mentalité là, très, très ancrée du service à l'heure, de facturer à l'heure. Et donc, même si, par exemple, il y a certains services qui peuvent être à forfait, on va dire, par exemple, quand on va faire une évaluation dans certains domaines professionnels, quand on va charger pour une évaluation, ça inclut plein de choses. C'est pas nécessairement l'heure que je vais passer avec l'enfant dans mon bureau, c'est tout le temps que je vais passer à, justement, à parler avec le parent, à appeler l'éducatrice, à faire la rédaction, à coter mes tests d'évaluation. Puis c'est comme ça dans plusieurs professions. Mais reste que souvent, sur nos reçus qu'on va faire de services ou tout ça, les compagnies d'assurance vont demander, oui, mais tu as passé combien de temps à faire ça? Fait que même si je dis, voici le montant d'évaluation, le montant total est X montant, souvent, je vais avoir des appels de compagnies ou les parents qui me reviennent puis qui disent, ouais, mais c'est combien d'heures que tu as passé? Parce que là, il faut comme tout décortiquer. Et donc, ça ramène beaucoup même un service qui est très complet à l'heure. Et moi, comme orthophoniste expérimenté, je vais probablement prendre beaucoup moins d'heures qu'une collègue pour faire tout ça parce que, en raison de mon expérience, en raison du temps que j'ai mis, moi, à peaufiner mes rapports, etc., il faut quand même, on nous ramène quand même toujours beaucoup ça à l'heure. Donc, il y a vraiment cette mentalité-là qui est très, très présente dans le monde des professionnels. Puis là, je parle en orthophonie parce que c'est mon milieu, je le connais bien, mais c'est la même chose en ergothérapie. Un physiothérapeute, tu vas le payer aussi à l'heure, un nutritionniste. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde, une psychoéducatrice, psychologue, etc., il y a beaucoup de contraintes ou de la façon de faire traditionnelle, c'est vraiment la facturation à l'heure et non au service ou au forfait. Dans le monde des affaires, on entend souvent parler de tout ce qui est la transformation, surtout en accompagnement, en coaching. C'est quoi la transformation? C'est quoi le point A, le point B? Où est-ce que ton client s'en va? Donc ça, c'est super important, mais c'est très difficile de charger pour une transformation quand, après ça, on doit faire des reçus professionnels puis le faire à l'heure. Puis là, je vous dis ça, puis c'est très difficile, mais je vous reviens après ça. Il y a quand même des choses à faire. Okay? Ensuite de ça, quand on travaille comme professionnel en relation d'aide, il y a beaucoup le sentiment, justement, d'aider, d'accompagner, puis il y a comme une pression, je vais dire, qui est là d'aider le plus possible de personnes. Une obligation de servir un peu, OK? De servir, d'être utile, d'aider, etc. Il y a comme cette pression. Je veux dire cette pression-là, cette mentalité-là, puis c'est correct, je veux dire, on travaille en relation d'aide. Notre objectif, c'est d'aider les gens. Mais quand on est un professionnel, les gens, des fois, ils viennent pas vers nous par choix. OK? Puis ça, je le dis souvent. Par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples, mais par exemple, dans mon milieu encore en orthophonie, si un parent se retrouve dans mon bureau, c'est probablement pas qu'il l'a choisi, OK? Dans le sens où les parents, ils n'ont pas choisi que leur enfant ait des défis, par exemple, au niveau du langage. Et donc, si un parent a un enfant qui a de grands défis au niveau de la communication, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui comprend pas bien, et donc il devient moins fonctionnel dans sa vie de tous les jours en lien avec ses défis de communication, il y a toujours le choix de ne pas consulter un orthophoniste. Mais reste que ce choix-là va faire en sorte que son enfant va vivre des défis.
OK? Donc, il est pris avec un problème, il doit trouver une solution, puis une des solutions, c'est de consulter une professionnelle, un professionnel. Si je pense, par exemple, en nutrition, si on est avec un patient, un client qui découvre qu'il y a un problème finalement de santé, mauvais résultats, tout ça dans ses analyses sanguines et tout ça, et que finalement, il doit faire des changements majeurs à son alimentation, ben, ça se peut qu'il essaie de se débrouiller lui-même, mais il y a comme besoin de l'accompagnement d'un professionnel, OK? Puis ça a une importance significative sur sa santé en ce moment-là, maintenant. OK? Donc, c'est quelque chose qui est je veux dire que c'est un problème qui est quand même assez important, puis que la personne n'avait pas choisi d'être dans cette situation-là, puis elle a comme pas vraiment le choix de trouver une solution, de trouver l'aide. Même chose, si je parle, par exemple, une éducatrice qui travaille dans un milieu de garde, qui s'est blessée à l'épaule dans sa vie personnelle, puis qui peut pas soulever les enfants dans son groupe, ben c'est problématique. Elle a comme pas vraiment le choix d'aller régler son problème pour pouvoir être fonctionnelle à son travail. Donc, tout ça. Psychoéducateur aussi, un enfant, si on a un enfant qui vit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, il va se désorganiser, il va faire des crises, des pleurs, tout ça qui est pas bien, ben, comme parent, il y a des bonnes chances qu'on va aller chercher de l'aide, on va aller chercher des outils pour accompagner notre enfant. Donc, c'est une situation où on vit un problème, je vais dire un problème réel, là, mais dans le sens où un problème réel, urgent, puis on n'a pas vraiment le choix de prendre action. OK? Alors que si je fais le parallèle avec ma vie à moi comme entrepreneur, comme coach, en fait, qui essaie de travailler, qui essaie de développer son entreprise de coaching, d'affaires et tout ça, ben, tu sais, je vais faire, par exemple, des fois, je vais aller chercher, par exemple, un programme sur la gestion du temps, comment mieux gérer mon temps, comment être plus efficace, comment gérer mon horaire, comment écrire des contenus qui sont plus persuasifs, par exemple. Donc, ce genre d'aide-là, c'est utile, c'est super pertinent, mais c'est un choix que je fais pour développer mon entreprise. C'est pas quelque chose en ce moment qui nuit à ma santé ou qui va nuire au développement de mon enfant dans le temps. Donc, je veux juste un peu montrer ici, c'est pas qu'il y a pas des programmes, des formations, des offres de services qui sont pas utiles et pertinentes. C'est juste que quand on travaille vraiment là en professionnel de la santé, relations d'aide, tout ce qui est les services psychosociaux, il y a comme une obligation, entre guillemets, en arrière de ça, d'aller chercher cette aide-là professionnelle pour juste continuer à vivre finalement. Et c'est pas comme quelque chose de plus que je peux avoir dans ma vie, c'est quelque chose dont j'ai absolument besoin pour continuer ma vie. OK? Donc, il y a comme cette pression-là aussi comme professionnel de dire, OK, les gens, ils viennent vers moi, mon service, il doit être accessible à plusieurs personnes. C'est sûr qu'il n'est pas accessible à tout le monde, hein, c'est pas tout le monde, surtout en pratique privée, là, c'est pas tout le monde qui peut aller se payer une orthophoniste au privé, totalement. Puis là, si je rentrais même pas dans tous les détails de ça devrait être offert au public, puis les services sont pas assez présents, tout ça, c'est un autre débat en soi. Mais juste de dire, il y a quand même cette perception-là, hein, dans le monde des professionnels, de dire, hey, ils ont tellement besoin, il faut que je les aide. Et c'est pas comme, ben, cette personne-là, je vais l'aider à faire 100 000 $ de plus. On n'est pas du tout à la même place, okay, dans le type de service qu'on va rendre. C'est ça. Fait que ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est financier, tout ce qui est en lien avec l'argent, puis la perception comme professionnel, on est là pour aider plusieurs personnes, faut que ça reste accessible. Tu sais, il y a souvent cette mentalité, faut que je vive, faut que je sois rentable, faut que j'arrive à tirer mon salaire de ma clinique ou de mon entreprise ou de service. Mais la notion de vouloir faire plus d'argent avec ça, ici, il y a un clash, puis c'est pas quelque chose dont on parle très souvent dans le milieu, dans le domaine. Je reviens avec tout ce qui est le pricing, l'heure, tout ça. Si je disais, par exemple, ben, une orthophoniste pourrait charger, je sais pas moi, 500 $ pour une rencontre d'une heure avec un jeune, c'est comme quelque chose qui serait complètement inconcevable de charger un montant comme ça pour un service professionnel au jour d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait pas de sens, OK, dans le monde, mettons, des professionnels, parce que on est très, très conditionné à réfléchir à l'heure. Et donc, je pourrais pas charger 500 $ de l'heure à quelqu'un. Par contre, moi, j'ai la conviction qu'il faut arrêter de penser nos services juste à l'heure, de charger à l'heure. Il faut vraiment qu'on intègre de plus en plus ce qu'on appelle le pricing de valeur. Donc, je parlerai éventuellement de ça plus en détail, mais c'est quoi la valeur du service qu'on rend? Au-delà du temps qu'on va prendre à rendre ce service-là, c'est quoi la valeur du service qu'on rend?
Il y a un peu le même enjeu hein, en lien avec tout ce qui est la formation qu'on va donner à d'autres professionnels. Moi, je fais de la formation, j'offre des formations pour, par exemple, les intervenantes en stimulation du langage. OK? Donc, quand je crée une formation pour elles, ben, on me demande pas la réflexion première, là, c'est pas de savoir, ah, OK, qu'est-ce que cette formation-là va m'apprendre, hein, c'est quoi que je vais apprendre, mais on va penser à, OK, ça dure combien de temps, OK, ta formation? Est-ce que je vais avoir une attestation pour le prouver à mon employeur? Puis ça coûte combien? Fait qu'on est toujours là-dedans. Et quand on pense peut-être en termes de pricing de valeur, la réflexion serait plus de dire, OK, j'ai cette formation-là, comment ça va m'aider, les apprentissages que je vais faire à ce moment-là dans ta formation, peu importe le nombre d'heures, peu importe le format, peu importe, comment ça va m'aider à accompagner des centaines d'enfants dans les prochaines années de ma carrière. Et si on pensait de cette façon-là, on serait beaucoup plus détaché de combien d'heures ça dure puis combien de temps ça coûte. Puis l'année passée, j'ai sorti une formation avec une de mes collègues sur l'accompagnement parental, puis on s'est fait parler du prix de notre formation qui était plus élevé que le prix de d'autres formations parce qu'on était tous les deux d'accord avec le fait que ce qu'on transmettait comme information, ça avait beaucoup de valeur et que la plupart des formations dans notre domaine n'étaient pas chargées assez cher pour tout ce que ça l'apportait. Et donc, on était un peu dans cette optique-là, mais on se l'est fait dire, hey, c'est cher ce prix-là pour 6 heures de formation. Puis pour moi, c'est pas 6 heures de formation, c'est j'ai pris toute mon expérience. Elle a pris toute son expérience. On a lu des dizaines d'articles. On a tout mis ça ensemble. On a condensé ça, puis on te donne ça. On te transmet cette information que tu vas pouvoir utiliser pour le reste de ta carrière. Okay? Pour moi, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça la transformation, c'est ça le shift qu'on doit faire. Pas de dire 6 heures, 347 divisé en 6 heures, ouais, ça revient pas mal cher. Hein? Il y a combien de personnes? Elle va se faire à peu près 12 000 $ pour cette journée-là. C'est ça la réflexion qu'il y a encore dans notre domaine, dans notre milieu, alors que ça devrait pas être ça, selon moi. Donc, voilà. Fait que même au niveau de comme professionnel, quand on va consommer du contenu, quand on va aller chercher de la formation, tout ça, on est très, très encore là dans OK, combien ça coûte, combien de temps ça dure, puis on ramène tout ça au salaire que la formatrice va faire à donner cette formation-là et pas à tout ce que je vais ressortir et que je vais pouvoir réutiliser dans ma pratique de ce que j'ai appris comme contenu. Ceci étant dit, ma réflexion sur tout ce qui est l'argent, la valeur, etc. C'est une réflexion que j'ai toujours, moi, quand je crée mes services, quand je développe mes offres de services et que j'essaie d'amener les personnes que j'accompagne à avoir ce chiffre-là, cette transformation de dire, OK, c'est c'est quoi la valeur, en fait, de ton service? Qu'est-ce que ça va apporter comme transformation? Comment est-ce qu'on peut se détacher du service horaire? Puis comment est-ce qu'on peut créer un service, justement, qui n'est pas à l'heure? Hein? Quand moi, j'ai créé mon accompagnement de parents, il y a une formation où c'est des capsules vidéo. Ça, c'est ma façon à moi que je l'ai fait. Donc, j'ai fait des capsules vidéo. Des fois, je fais des exercices qui sont autonomes, que les gens m'envoient. J'ai des façons de travailler qui sont justement avec des messages vocaux au lieu des rencontres fixes parce que je peux condenser tous mes messages dans un moment, je gagne du temps. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons qu'on peut faire pour sortir du travail à l'heure, de la facturation à l'heure. Donc, l'idée, ça va être de le réfléchir de cette façon-là, de commencer à réfléchir de cette façon-là, à dire, OK, comment est-ce que je peux arrêter de facturer à l'heure? Comment je peux optimiser? Là, je vais dire optimiser mon temps, là, mais c'est de dire, OK, avec moi, mettons, quand j'ai fait mes capsules vidéo, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est des informations que je n'ai pas besoin de transmettre aux parents un par un. Je n'ai pas besoin de répéter la même chose tout le temps. J'ai une collègue qui a fait ça aussi pour ses remises de rapports parce qu'il y avait des sections où c'est un peu bousculé, puis on dit plein d'informations aux parents, puis elle se dit, OK, moi, je vais enregistrer, je vais faire des capsules enregistrées. Et donc, les parents peuvent écouter ça. Donc, elle n'a pas besoin d'être présente en direct pour ça. Elle est présente, elle est disponible, elle répond aux questions, mais pas pour toute la procédure. Puis quand on fait ça, le temps qu'elle va sauver avec chaque parent, ça fait en sorte qu'elle peut faire d'autres choses et que là, elle va pouvoir augmenter ses revenus. Fait que c'est vraiment d'essayer de penser un peu de cette façon-là. Qu'est-ce que je peux faire qui peut aider aussi bien, OK, que je reste dans mon rôle de professionnel, qui peut aider aussi bien les personnes, les clients, qui peut aider même à la limite encore plus de gens. Hein? Moi, quand je donne des formations, puis il y a 60 personnes assises devant moi, c'est beaucoup plus gagnant pour tout le monde.
que je transmette mon savoir, mes connaissances à 60 personnes que de rencontrer les personnes une par une pour leur donner des informations, peut-être, oui, plus personnalisées, plus individualisées, mais dans l'ensemble de ce que je transmets, il y a probablement 90% de ce que je vais transmettre qui est bon pour tout le monde, puis il y a un 10% qui est personnalisé. Est-ce qu'on peut essayer de trouver des façons de transmettre ce 90%-là à plusieurs personnes, de rendre, tu sais, de le faire, ça, là, je vous parle d'enregistrer, ça peut être à l'écrit, ça peut être, name it, là, il y a plein de façons. Je réfléchis à ça avec mes clients, justement, pour les aider à trouver une façon qui leur convient à eux, qui convient à leur clientèle, etc. Mais comment est-ce qu'on peut arrêter de juste vouloir prendre un client à la fois, le servir lui de façon très individuelle, très personnalisée, puis après ça, de faire l'autre, puis de faire l'autre, puis de se limiter comme ça dans notre capacité à avoir un impact et à avoir plus de revenus aussi. Donc, voilà. Fait que l'étape 1, selon moi, là, c'est d'accepter qu'on a le droit d'avoir plus d'impact, d'accepter qu'on a le droit d'avoir plus de revenus sans que ça n'enlève rien à nos compétences professionnelles, à notre professionnalisme, à notre volonté d'accompagner, d'aider les gens. Les deux peuvent aller ensemble. Fait que ça, c'est la première étape. Fait que j'espère, avec mon épisode, vous avoir convaincu que c'était le cas. Si c'est pas le cas, vous n'êtes pas en accord, comme je dis, ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter, d'en jaser. J'aimerais ça que ce sujet-là soit plus connu, qu'on en parle plus, que les gens affirment ça pour les professionnels, pour s'inspirer entre nous, puis pour amener ce changement de mentalité-là aussi au niveau, à la limite, des clients qui consultent des professionnels, parce qu'on a encore une fois une conception de qu'est-ce que ça devrait être un service professionnel. Puis plus on va en parler, plus il y a de gens qui vont faire les choses autrement, qui vont offrir des nouvelles perspectives, qui vont avoir des nouvelles approches, plus les gens vont être ouverts à ça parce qu'ils vont voir plein de façons différentes de travailler. Donc, je pense que comme professionnel, c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on se questionne. Quand vous consultez vous-même des professionnels, hein, que ce soit pour vous, pour vos enfants, essayez de voir ça. Si le professionnel, par exemple, il n'a pas besoin, il vous rencontre pour vous aider avec un problème, je sais pas moi, je veux dire, moi, je suis allée chez l'ostéopathe, je veux dire, mon problème était réglé. On n'a pas fait 1 heure pile poil de rendez-vous. Est-ce que c'est important? Non. Est-ce qu'il m'a aidé à atteindre l'objectif que je voulais? Oui. Tu sais, il y a plein de petits changements comme ça de mentalité qu'on doit faire, autant comme professionnel que comme client, pour amener les choses à être différentes, pour amener le changement de mentalité, pour évoluer, pour faire avancer cette pratique-là, puis ça va être bénéfique pour tout le monde, hein, pour nous comme professionnels, pour nous comme clients, quand on consulte un professionnel puis qu'il a le temps de nous voir ou qu'il a développé quelque chose qui nous permet d'avoir accès à des ressources plus facilement, plus rapidement, sans devoir attendre. Il y a comme tout ça en arrière de ça. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut réfléchir collectivement? Est-ce qu'on peut voir ces changements-là arriver dans notre monde? S'il vous plaît. C'est ma demande d'aujourd'hui. Donc, on accepte que ça se peut, que c'est possible, qu'on peut avoir plus d'impact, plus de succès financier, que ça va pas nuire à nos clients, qu'on n'est pas une mauvaise personne pour ça. Donc, on se rentre ça dans la tête. On en parle de plus en plus. Puis, oui, on a des limites, mais à partir de là, une fois qu'on est là, on peut trouver des façons. On peut trouver des solutions, on peut innover, on peut créer. Puis, ça va déjà être un grand pas vers l'avant. Si on fait l'étape 1, l'étape 2, elle va se faire toute seule par la suite. Donc, voilà ce que je vais vous dire pour cette semaine. Donc, venez m'en jaser. Et ça me fait vraiment plaisir. J'ai des commentaires sur les premiers épisodes qui sont sortis. Ça me fait vraiment plaisir quand vous venez me parler du podcast, quand vous me partagez vos réflexions, quand vous partagez mes épisodes aussi autour de vous. Ça l'aide à faire découvrir mon travail, mon contenu, puis ça me fait toujours un énorme plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine.